Dès le XVIIIe siècle, le philosophe David Hume avait remarqué chez les opposants nihilistes une chose fondamentale dans leur discours. Quand la reine décide de faire la guerre, ils disent qu'elle doit instaurer la paix. Et quand elle décide de faire la paix, ils disent qu'elle devait faire la guerre. Il a relevé ici l'essence même du nihilisme, qui est la dualité, l'ambivalence et le double langage. Ce sont des gens qui s'opposent à la chose et son contraire. Ils refusent tout, s'opposent à tout, estiment qu'aucune politique ne peut être positive. Ils sont pour et contre toute chose. Ils portent le même jugement sur deux réalités antinomiques. Chaque question politique peut être bonne et mauvaise à la fois. La raison est que le vrai, le correct, le bien pour eux, n'est pas les choses positives qui servent l'intérêt du pays, mais tout ce qui va contre la politique du régime. Et par conséquent le mal, le faux, le malséant c'est tout ce que fait le régime. La vérité n'est plus ce concept constant, absolu et immuable qui s'accorde avec la logique et l'expérience, mais juste une opinion relative, une humeur capricieuse, une attitude tendancieuse et un postulat qui change selon le contexte. La politique du régime devient le critère de la vérité, qui décide du vrai et du faux, du bien et du mal. Les nihilistes attendent les actes du régime pour faire l'apologie de leur contraire. Cette dualité et ces contradictions ils les défendent, et les justifient par des sophismes et des arguties, qui ne montrent pas seulement leur hypocrisie et leur confusion, mais aussi leur total irrespect pour leur public. Le nihilisme politique est une réaction et une opposition à tout ce qui émane du régime en place. Quoi qu'il fasse il a tort, et donc le nihiliste change d'avis et de jugement, à chaque fois que le régime change de politique. Ce qui implique que le nihiliste est automatiquement traître, parce que à chaque fois que l'intérêt du régime s'accorde avec celui de la patrie, le nihiliste se trouve nécessairement opposé aux intérêts du pays. C'est ce qui explique leur position dans la question du Sahara. Voici quelques exemples de leurs contradictions et leur double discours. Un parmi leurs critiques les plus répétées, c'est de dire que le roi est inutile, qu'il ne fait rien, qu'il est toujours absent de la scène, et qu'il y a d'autres partis qui gouvernent le pays, mais en même temps ils se plaignent de l'absolutisme du roi, de sa domination de la scène politique, et son omniprésence. Et disent que le gouvernement élu n'est qu'une institution formelle, et que c'est le roi seul qui s'empare de l'exécutif, ainsi que tous les pouvoirs. Quand le roi gère seul le dossier du Sahara, ils disent qu'il doit impliquer les partis politiques. Mais quand il consulte les partis ils disent qu'il ne sait pas quoi faire et demandent le secours des partis. Ils disent que le régime encourage et protège les corrompus, au point de décorer les criminels comme la chanteuse Batma. Mais quand la justice les condamne ils crient à l'injustice, et défendent ces mêmes criminels, comme ils le font maintenant avec la même chanteuse, et comme ils l'ont fait avec l'ex-ministre Mougdi. Quand l'État arrête les extrémistes, ils disent que le régime combat l'islam, et ils inventent des dossiers de torture comme dans le cas de Bouchta Sharef. Mais quand le roi accomplit la prière derrière Cheikh Fizazi, ils disent qu'il encourage le fanatisme. Quand l'État avait arrêté l'enseignement de la philo à l'université pour une saison, ils ont dénoncé en disant que l'homme ne vit pas que du pain, qu'il a aussi une cervelle, mais quand l'État dépense dans l'infrastructure culturelle et sportive, ils disent que cet argent devait aller dans les paniers des Marocains. Lorsque l'État démantèle les cellules terroristes, ils disent que ce n'est qu'une mise en scène pour distraire la population. Mais après l'assassinat barbare des 2 touristes scandinaves, ils ont dit que le régime est totalement désarmé face au terrorisme, et que le tourisme marocain est foutu. Quand il y a des affrontements entre les factions des étudiants, ils disent que l'État laisse faire, sème la discorde et divise pour mieux gouverner. Mais quand la police intervient pour résoudre les conflits, ils disent que l'État militarise l'université. Quand le Maroc coopère avec la France, on dit que c'est son subordonné et son serviteur qui lui donne ce qu'elle veut, mais quand le Maroc a imposé à la France de clarifier sa position, a retiré son ambassadeur et a refusé son aide après le séisme, ils ont dit que c'est fou de traiter ainsi un pays qui a le droit de veto et qui investit dans le pays. Lorsque le commerce avec Ceuta et Melilla était ouvert, ils ont dit que le régime humilie les Marocains, et ont qualifié insolemment les commerçantes de femmes mulets. Mais lorsque le Maroc a fermé les passages, ils ont dit que le régime va affamer les gens, en les privant de leur seule source de subsistance. Quand l'accident tragique de Bouknadel s'est produit, ils ont critiqué la vétusté de nos trains et chemins de fer. Mais quand le Maroc a lancé le TGV, ils ont dit que c'est du luxe, et que cet argent devait aller aux écoles et hôpitaux. Pourquoi les nihilistes souffrent de cette dualité? La raison est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent exactement. Ils refusent tout parce qu'ils ne veulent rien de précis. Ils ont la psychologie de l'enfant gâté, qui est incapable de formuler son désir et le définir.
N'ayant pas de désir, ils n'ont que des humeurs. Ils n'ont pas d'aspiration mais seulement des objections. Faute d'avoir un idéal, ils rejettent le possible. L'opposition pour eux n'est pas un moyen pour atteindre un objectif, mais elle est elle-même cet objectif. Ils s'opposent pour s'opposer. Ils s'opposent à tout car leur idéal c'est le néant. Quelle est alors la différence entre l'opposant patriote et celui nihiliste ? 1. Le jugement du patriote est a posteriori. Il succède à l'acte politique. Le jugement du nihiliste est a priori, il juge ce qui n'est pas encore arrivé. 2. Le patriote juge le comportement de l'État. Le nihiliste juge le principe même de l'État. 3. Pour le patriote l'État peut avoir tort ou raison. Pour le nihiliste le tort c'est l'État lui-même. 4. Le patriote critique le négatif, pour réformer ce qui ne marche pas. Le nihiliste critique le positif, pour étayer son postulat que rien ne marche. 5. Le mobile du patriote c'est l'amour de la patrie. Le mobile du nihiliste c'est la haine du régime.